Bonjour tout le monde, nous sommes mardi matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai pas du tout pu prendre la vidéo hier, la caméra, parce que j'avais pas du tout le temps en fait. Maintenant le lundi j'ai une très grosse journée, donc c'est hyper compliqué pour moi de prendre la caméra le lundi. C'est pas grave, c'est comme ça, moi je la prendrai peut-être le mardi, peut-être le dimanche, on verra. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne transition de 2024 à 2025. Je vous avais déjà souhaité une bonne année, je vous le redis, bonne année, bonne santé bien sûr à tout le monde, et plein de belles lectures pour cette année 2025. Alors moi de mon côté, j'ai lu des graphiques en début d'année, j'ai lu à l'école des lettres le tome 2, j'ai lu l'histoire de l'art au féminin, j'ai lu Il était une fois l'Amérique, le premier tome, sur le 19e siècle, qui était très intéressant, mais hyper dense, vraiment très dense. Et alors il y a Mark Twain, il y a Henry James, il y a Emily Dickinson, il y a Jack London, bref, tous ces grands noms en fait qu'on connaît. Et le truc c'est qu'en fait ça raconte donc toute l'histoire de la vie de l'auteur ou de l'autrice, donc c'est super intéressant avec des planches et tout dessiné, c'est super. Dans le contexte des États-Unis au 19e siècle, donc très intéressant aussi parce qu'on commence au moment des pèlerins finalement, voilà, de la colonisation un petit peu de ça, alors j'ai pas la date, là comme ça je saurais pas vous dire, mais en tout cas voilà, c'est un des premiers auteurs à avoir écrit sur l'histoire des Indiens et Amérindiens, tout ça, c'était... je sais plus comment il s'appelle, celui qui a écrit Le Dernier des Mohicans, qui est toute une saga en fait finalement. Le Dernier des Mohicans, je crois que c'est le tome 3, c'est le plus connu, mais voilà, c'est hyper intéressant comme BD, mais il faut du temps pour la lire, il faut se poser parce que c'est vraiment dense, il y a énormément d'informations. Il y a aussi Thoreau, celui qui a écrit Walden, tout ça, voilà. Et en fait, ça raconte donc aussi toutes les œuvres, notamment les gros chefs-d'œuvre de l'auteur ou de l'autrice, et ça spoil toute l'œuvre finalement. Ça raconte absolument toute l'histoire. Donc par exemple, il y a Martin Eden de Jack London qui est raconté jusqu'au bout. Donc bon, si vous voulez pas être spoilé des grandes œuvres, voilà, peut-être passer quelques planches. Moi je l'ai fait parce que il y a certains auteurs, c'était quoi notamment, je sais plus. Mark Twain, je crois, Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Je voulais pas savoir la fin, donc voilà, je savais qu'il avait écrit ça, tout ça, mais j'avais pas le contexte, donc là c'est donné, c'est très intéressant. Mais ça spoil pas mal, voilà, c'est le jeu quoi en fait finalement. J'ai le tome 2 sur le 20e siècle, donc ça va être très intéressant aussi. Et ce qui est super intéressant, attendez, je vais vous le chercher parce que ce sera beaucoup plus simple. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a un arbre généalogique. Alors je vais vous montrer quoi par exemple. Melville. Melville, c'est celui qui a écrit Moby Dick. Donc Melville, voilà, ça c'est l'arbre de Melville. Il a inspiré Hemingway, avec Le vieil homme et la mer, Jack London, John Steinbeck, Margaret Mitchell, Cormac McCarthy et William Faulkner. Donc en fait, à partir de la base de l'auteur, il y a d'autres auteurs finalement qui ont émergé, qui sont des enfants en fait littéraires de ces auteurs-là. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé cette BD et je suis très contente d'avoir le tome 2 parce que je vais pouvoir en savoir plus aussi sur certains auteurs du XXe siècle. Et voilà, donc très intéressant. Que je vous redise le bon nom. Hop, prologue. Donc le prologue c'est... hop. Il était une fois en Amérique où la nature s'étirait tout à son aise, déroulant ses immenses prairies à perte de vue. Où la population majoritaire rêvait autant de dollars qu'un poisson d'une guitare. On voit des bisons en haut. Donc il y a l'Abonnement Valley, où aucune construction humaine ne venait encore gratter le ciel. Pourtant, ce 11 novembre 1620, voilà, ça commence en 1620, sur la côte atlantique, les feuilles des arbres ne sont plus les seuls à flotter dans le vent. Un vaisseau nommé le Mayflower accoste alors au Cap Cod. Une trentaine de passagers sont les pères pèlerins, considérés comme les fondateurs des États-Unis. Donc ça démarre ici en 1620. Et ensuite, on rencontre donc le premier auteur, qui est James Fenimore Cooper, avec Le Dernier des Mohicans et le génocide indien. Donc voilà, donc on raconte toute son histoire. J'ai mis 2 post-it. Un sur le prologue, parce que je me suis dit maintenant je vais post-iter les BD, parce qu'il parle en fait de... voilà, entre 1500 et 1800, entre 1500 et 1860, on estime que 12 millions d'Africains ont été amenés en Amérique dans le cadre du commerce triangulaire. Toutes les puissances européennes ont trempé dans ce sordide négoce. Plus il y a d'esclaves, plus on plante, sucre, tabac, coton, riz. Les cultures ne cessent de s'étendre vers l'ouest. Donc ça c'est intéressant historiquement.
Et j'ai mis un autre post-it sur l'excursion transcendentaliste. Parce que là, on parle de Henry David Thoreau et l'invention du nature writing et la lutte anti-esclavagiste. Et on parle du transcendantalisme qui repose sur une idée optimiste, héritée de l'unitarisme libéral qui fait hurler les puritains rigoristes. L'homme est capable intuitivement de distinguer le bien du mal. Donc c'est des notions importantes, intéressantes. Et voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, très dense et du coup très spoiler. Voilà pour les BD. Et ensuite, j'ai lu. Je me suis lancée dans les mangas. J'ai lu Arte, le tome 13 et le tome 14. On est donc toujours avec Arte. Il lui arrive des bricoles, hein, je ne vais pas vous raconter parce qu'on est quand même au tome 13 et au tome 14. Mais voilà, elle veut être peintre, sauf que c'est une femme et on est en 1700, non, 1600, je sais pas bien. Et c'est compliqué parce que d'être une femme artiste à cette époque-là, on n'est pas du tout reconnu puisqu'on est une femme. Voilà. Et elle va trouver comment dire, un maître qui va oh, je vais y arriver, qui va lui apprendre à peindre mieux, à donner un style à ses peintures, tout ça, bref, qui va la prendre un petit peu sous son aile. Et là où j'en suis, il se passe pas mal de trucs. Donc là, vous voyez qu'elle est emprisonnée. Et là, elle va un peu mieux. Donc, je ne vous raconte pas, mais en tout cas, Arte, c'est très 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 bien. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est de Kei Okubo. Et je crois que c'est lui qui a écrit Bride Stories, il me semble. Je crois que c'est lui. Je sais pas si c'est écrit. Non, pas du tout. Voilà. Donc j'ai encore le 15, 14, 15 à lire et j'ai emprunté 16, 17, 18 et je crois qu'on en est au tome 19. Donc ça va, je suis plutôt à jour, hein, je suis contente au niveau des mangas. Ce mois-ci, je vais aussi lire Les Liens du Sang et Les Promeneuses de l'Apocalypse. Et puis je serai pas mal en manga et j'ai bien sûr Death Note, le tome 6. Mais voilà, progressivement, février, mars, voilà, on verra. Mais en tout cas, je serai plutôt à jour au niveau des mangas que je voulais lire. Et puis après, je verrai si je fais un tour au Renard Doré, par exemple, pour en avoir d'autres. Donc ça, c'était au niveau des graphiques pour mon début d'année. Puis ensuite, je me suis attelée à ma première lecture de l'année, qui était le Julien Joanneau, qui sort le 23 janvier, je crois, qui s'appelle 2 litres et demi. Il sort aux éditions Maurice Nadeau, je ne connais pas du tout, qui est une toute petite maison d'édition. Donc c'est l'histoire en fait d'un soldat qui s'appelle Jules Récart, qui a 17 ans et qui est sur le front en 1916, qui est un soldat qui veut combattre aux côtés des Français contre les Allemands dans cette dans cette grande guerre. Malheureusement, il tombe dans un cratère, voilà, fait par un obus. Donc il tombe dedans, mais il tombe et il est prisonnier de ce cratère, avec, pour survivre, 2 litres et demi d'eau, et c'est tout. Donc on est dans un récit très, je vais pas dire contemplatif, mais dans un grand monologue en fait, où il va expliquer tout ce qu'il ressent, il va raconter tout ce qu'il peut essayer de faire pour sortir de ça, et puis en plus il est blessé à la jambe, il a très très mal. Donc il est coincé, il est emprisonné, et puis il va finalement être emprisonné dans sa tête aussi, parce qu'il va devenir un peu taré, parce que quand tu es dans un cratère et que tu as juste 2 litres et demi pour survivre, c'est un petit peu compliqué. C'est très 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 bien écrit. C'est hyper poétique, il y a des passages, j'ai pas noté de post-it parce que vraiment il y a beaucoup de moments où c'est hyper poétique, mais je peux ouvrir n'importe où, je vais vous lire un truc. Je fouine dans ma vareuse et saisis une photographie de Jeanne et moi. Jeanne, c'est sa prétendante, c'est bien aimé. Nous nous tenons debout devant un muret envahi de mousse, le regard incisif, les pommettes toniques et les cheveux fournis. Elle tient une branche d'une main, je vais y arriver, et m'enlace de l'autre. Ma tignasse d'avant tranchée aplatit mon visage et mon nez tordu. J'ai les yeux qui fuient, le sourire benet et flou. Elle apparaît nette, sublime. Des serviettes qui pendent au rebord du muret gouttent sur mes pieds. À l'arrière-plan, une oie gambade vers une mare que j'envie aujourd'hui. Jeanne, le matin précédant ce cliché, tu me fis découvrir une crique alors que nous arpentions le champ le long des falaises. Il y a toujours quelque chose au-delà de l'immense, répétais-tu, en scrutant la Manche. Sauf qu'il n'y a rien au-delà de toi. Tu m'as tiré vers une crevasse à la pente raide et broussailleuse. Tu ouvrais l'accès en éclaireuse, chassais les bestioles. Tes jambes bravaient les épines. Le sable succédait à la terre molle, etc. etc. Tout est très très poétique. Et tout ce qui se passe dans sa tête est très poétique aussi, alors qu'on sait qu'il est coincé vraiment dans ce trou-là, et on ne sait pas s'il va en sortir. Donc c'est assez court, mais ça se lit pas vite en fait. Et il est assez dense. J'ai vraiment bien aimé. J'ai préféré Le Voyage de Ludwig parce qu'il m'a plus marqué, il m'a plus touché en fait. Même si là, c'est vraiment très très intéressant comme récit et un travail d'écriture assez particulier parce que c'est tout un monologue finalement. Alors même s'il s'imagine des dialogues
il se rappelle des choses, il se rappelle son passé, il se rappelle donc cette femme qui s'appelle Jeanne, son supérieur aussi, son commandant, tout ça, quand il était plus jeune. Et puis il y a un moment donné où il essaie de repérer le soleil, où il essaie de repérer le nord, le sud. Donc il dit, alors là il y a Lille, là il y a Marseille, là il y a Saint-Malo, et puis là il y a Strasbourg. Donc il se repère avec des noms des villes, et puis il digresse avec toutes ces villes-là qu'il a peut-être visitées, qu'il aurait voulu visiter. Enfin voilà, c'est tout un monologue très intéressant. Et puis la fin est très chouette. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. J'ai préféré Le Voyage de Ludwig, en tout cas, il sort le 23 janvier. Si vous voulez un récit assez original avec un suspense finalement, parce que chaque nom de chapitre, c'est le nom, c'est ce qui reste dans sa gourde finalement. Donc on n'a plus grand chose. Et puis on arrive à 1 litre, on retourne à 1 litre, je vous dis pas pourquoi. Mais voilà, puis on est en tension avec lui, quoi. On a envie qu'il s'en sorte, donc vraiment très très intéressant. J'ai bien aimé. Et puis j'ai commencé hier le nouveau Amélie Antoine qui s'appelle De là-haut. J'ai lu 88 pages, je vais essayer de le continuer aujourd'hui. Et en fait, le résumé ne nous donne pas grand-chose comme information. Si ma mère avait pu être quelqu'un d'autre, elle aurait choisi d'être Thomas Pesquet. Il n'y a que l'espace qui compte pour elle, les fusées, les étoiles, la vie en apesanteur. Moi, dans tout ça, je n'ai jamais vraiment eu ma place. Au fond, je crois que j'ai toujours su qu'un jour, elle s'éclipserait sans crier gare. Je pensais seulement qu'avant, on aurait le temps d'apprendre à se connaître. Donc, c'est l'histoire de Adélie, qui a 53 ans, qui est mère de Julia, qui a 25 ans. 25 ans 28 ans 28 peut-être. Qui est maman de 2 jumelles, Iris et Capucine. Et on apprend, voilà, assez rapidement que Adélie est fan de Thomas Pesquet. Et elle a même été sur place pour le lancement de la fusée, je sais pas quoi, où il y avait Thomas Pesquet, tout ça. Et elle est née le même jour que Thomas Pesquet. Donc elle a une espèce de connexion avec lui qui la rend hyper fan de tout ce qu'il fait, se pose des questions, bah tiens, aujourd'hui c'est son anniversaire, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau, tout ça. Bon. Et en fait, on se rend compte que sa fille, effectivement, n'a pas beaucoup de place dans la vie de cette mère. Donc on va en savoir plus, hein, j'imagine, je suis page 88. Mais voilà, avec un prologue assez glaçant, en fait. Et on ne sait pas trop ce qu'il en est. C'est un peu en suspens, comme ça. On se dit, ah, ok. Et puis l'histoire démarre. Mais c'est vraiment... C'est intéressant. Et en même temps, j'arrive pas à rentrer... j'arrive pas à m'attacher trop au personnage. Donc j'attends de voir vraiment un déclic. Peut-être que ça va venir, hein. Peut-être que ça va pas venir, et c'est pas très grave. Mais voilà, j'attends de voir parce qu'il y a des passages qui sont en gris. Notamment, voilà, un passage un peu comme ça. On voit pas trop bien avec la lumière, mais c'est un peu plus gris. Où on remonte un petit peu le temps, où le premier passage est en 2016. Voilà, ensuite on arrive en 2007. Là, il y en a un deuxième en 2007 où je suis. Puis après, je pense qu'on va remonter. Ah non, 2014, 2018. Ah, après, deuxième partie, ok. Troisième partie, d'accord. Ça m'a l'air très mystérieux quand même. 1989, ok. Peut-être qu'on va partir un peu plus loin, 2006, bon, etc., 2017. D'accord, donc voilà. Donc, il y a des voyages dans le temps un petit peu comme ça, pour, je pense, raconter des petites histoires en lien avec la mer, notamment pour en savoir un peu plus. Je sais pas trop où ça va, je saurais pas vous dire si c'est un polar ou si c'est un... Pour l'instant, ça n'a rien d'un polar, c'est un roman contemporain, pour le moment. C'est pas feel good du tout, c'est pas thriller, mais le prologue laisse présager d'un truc pas cool du tout qui s'est passé. Donc on va voir, je vais voir ça. Je vous en reparlerai à la fin de ma lecture. Et niveau audio, je suis toujours dans Le Hobbit et j'ai avancé hier, je suis à la page 257, il m'en reste un peu plus de 130. Voilà, on est toujours avec Bilbo et les nains. Il leur arrive plein de trucs avec des gobelins, avec des araignées, avec des mouches, avec des orques, plein de trucs, tout ça. Il leur arrive beaucoup de choses où ils frôlent la mort de ça, mais ils s'en sortent. Et c'est vraiment une aventure, quoi. C'est assez rigolo. À l'audio, ça passe super bien, c'est très chouette. Donc je pense que je le finirai. Je reprends la voiture jeudi, je la reprends sûrement dimanche aussi. Donc à la fin de la semaine, il sera terminé. Et je vais voir avec Estelle si elle est OK pour qu'on commence Précipice ensuite de Céline Dangean, qui est dans ma palle depuis assez longtemps, j'avoue, et que j'ai hâte de reprendre, enfin de prendre et de lire à l'audio, d'écouter plutôt. Voilà, je vous laisse là, j'avais rien dans la boîte, mais je sais que j'attends un colis qu'il faut que j'aille chercher à la poste et j'aurai pas le temps aujourd'hui. Et du coup, je vous reprends alors demain non, mais peut-être jeudi. Si c'est pas jeudi, c'est vendredi. On est toujours mardi et je suis allée à la poste récupérer un colis de Madame Audrey, voilà, Audrey Boukine, avec qui je parle depuis longtemps, qu'on s'envoie des petits colis
Elle plus régulièrement que moi. Je suis pas assidue, ça va pas du tout. Mais elle me gâte à chaque fois. Et là, je viens de voir, je viens d'entrouvrir. Et je viens de voir des choses très sympathiques. C'est pas bon pour mon régime, du tout. Pour Loulou. Oh, merci, c'est pour Loulou. Alors si c'est pour Loulou, c'est pas pour moi. Audrey. Audrey. Tu m'as gâtée. Tu m'as trop gâtée. Ah là 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 là, un petit colis de Noël. Ah là là là. Ah, elle m'a envoyé des livres, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Audrey, c'est trop gentil. Oh là là, il y a des livres, oh là là, il y a des livres. Parce qu'il fait froid à Paris, tout à fait. Oh, j'adore. Mais elle m'a trouvé ça, mais c'est un truc de fou parce que... Ah, c'est antidérapant. Mais c'est pas pour moi. Ah si, c'est... Ah si, c'est pour moi. Merry Christmas avec des petits manala, menele, je ne sais jamais ce qu'on dit, mais voilà, des petits bonhommes de pain d'épices. Oh, c'est trop chou. Mais oui, parce qu'il fait froid à Paris. Oh, ça, je vais les mettre, mon mari va être fou. Il a horreur de ce truc-là, c'est formidable, ça m'arrange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, faut que je goûte ça. Thé caramel au beurre salé. Ouh, de chez Daman. Ça, c'est très très dangereux parce que si ça me plaît, je vais aller en acheter. Caramel au beurre salé. Ça, c'est très très bon. Il y en a un autre. Il y en a deux, caramel au beurre salé. Merci Audrey. Oh là là. Ouh, je vais m'en faire un après manger, je pense. Ensuite, nous avons Avant de lire la trilogie. Ah, ça c'est un bout de Kinder. Ça c'est un bout de Kinder. Avant de lire la trilogie. Oh my god! Les mystères de Marseille de Zola. Trop bien! Trop bien, trop bien! Oh, trop bien! Trop bien, trop bien! Ah, Zola, Zola, Zola. Ça a été écrit quand, ça? Parce que c'est... Ah ouais, il commence à 27 ans. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a écrit ça quand? Bon, je vais me renseigner. Mais trop bien, trop bien. Trop bien. Bon, c'est un beau pavé, hein. Il fait 500 pages. Mais c'est pas grave. Merci. Il y en a combien? Il y en a 3? Oh, mais t'es folle! Il y a 3 livres. Une autrice déjà lue. Joyce Maynard. Déjà lu ensemble? Ou moi déjà lu? Ah! Ah! Ça c'est cool. Sawako Ariyoshi. C'est celle qui a écrit Les Dames de Kimoto et Le Miroir des Courtisanes. Et dedans, il y a un très beau marque-page. Encore un chapitre. Et oui, et oui, et oui, c'est elle qui a écrit ça. Et je ne connaissais pas Le Crépuscule de Shigezo. Ça parle de quoi? Shigezo est devenu un vieil homme. Autrefois, il était un patriarche irascible qui se montrait particulièrement sévère envers Akiko, sa belle-fille, une femme moderne qui voulait travailler à l'extérieur de son foyer. Un événement tragique va pourtant rompre l'équilibre familial. Et Shigezo révèle petit à petit une sénilité. Il incombe à Akiko de prendre soin de lui. En racontant le quotidien d'une famille d'employés modestes de Tokyo, Sawako Ariyoshi évoque l'évolution de la condition de la femme au Japon, au sein de la société, mais aussi du cercle privé depuis la fin des années 70. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Bah, c'est parfait. Il fait 350 pages. Et bah franchement, j'ai envie de me le réserver pour Mars au féminin. Si tu l'as, Audrey, si tu veux qu'on lise ensemble, je sais pas si tu l'as eu, mais en tout cas... il serait parfait pour Mars au féminin. Attends, oui, c'est une autrice, bah oui, je suis bête. Atchoum. Pardon. Donc c'est une autrice, effectivement, bien sûr. Et donc celui-ci, il date de quand? 86, d'accord. Elle a écrit Kae ou les deux rivales en 81, Les Dames de Kimoto en 83, Le Crépuscule de Shigezo en 86 et Le Miroir des Courtisanes en 94. Et ben c'est parfait. Et en japonais, ça s'appelle Kookotsu no Hito. Hito, c'est la personne. La personne Kookotsu, est-ce que c'est le crépuscule? No Hito?
Le crépuscule de l'homme, peut-être, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Il y a encore un livre. Non, mais elle est folle. Une prochaine LC. Oh, je vois à travers ça. Ouh. Ouh, Revival de Stephen King. Et ben, je l'ai pas lu celui-là. Et qui est-ce qu'en avait vachement bien parlé? C'est Amélie, je crois. Il me semble, avec un prêtre. Il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles Jacob pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. En plus que tout autre, et plus que tout autre, le petit Jamie. Car l'homme et l'enfant ont une passion commune, l'électricité. 30 ans plus tard, Jamie est un guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue. Il va croiser à nouveau le chemin de Jacobs et découvrir que le mot renaissance veut avoir un autre sens. Addiction, fanatisme, expérimentation scientifique, un roman éclectique sur ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Hommage à Edgar Allan Poe, of course. Nathaniel Hawthorne et Lovecraft, un king d'apologie. Et ben, franchement, mais carrément. Alors j'ai Talisman que je veux lire aussi. Et ben ça m'en fera 2 dans l'année avec grand plaisir. Merci. Je l'avais pas celui-là, donc c'est parfait. Trop bien. Oh, mais tu me gâtes, Audrey. T'abuses. Hein. Elle a acheté ça chez Mola en plus, parce qu'elle est bordelaise. Des paillettes dans ta biblio. Des paillettes dans ma biblio. En plus, je vais voir du mauvais côté le carton, mais bon, c'est pas grave. Oh, 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 mais c'est trop choupinou. Oh, c'est trop chouchou. C'est une petite, un petit photophore comme ça. Oh, comment ça s'ouvre? Voilà. Oui, ça se ferme comme ça. Ça s'ouvre là et on met une petite bougie. Ah ben attends, voilà. Petite lanterne. Oh. Oh. Je kiffe. Je kiffe. Et elle m'a mis aussi une petite boule. Une petite boule à neige avec un petit sapin. C'est trop chou. Oh, merci beaucoup. Je pourrais presque mettre la boule à neige. Non. Non, ça va pas. Bah, c'est trop chouchou. Merci beaucoup. Oh là là, je suis trop gênée et ça va pas du tout parce que je me rattrape beaucoup là. Et voilà. Et bah, écoute, merci beaucoup, Audrey. Franchement, c'est trop adorable. Et bon, bah, plus 3 dans la palle, hein, on est d'accord. Mais je vais me programmer le Sawako en mars. Le Zola. Je ne sais pas. Alors, je suis en no-buy. Hein. Je suis en no-buy, mais je fais plus 3 dans la palle. Ça fait très mal. J'ai fait que moins 2 pour l'instant. Parce que j'ai lu le Julien Joanneau et je suis sur le Amélie Antoine, donc ça fait moins 2. Mais ça fait pas moins 3, donc ça fait moins 2 plus 3. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces petites choses très précieuses. C'est trop bien. Et puis ça, c'est pour mon loulou. Donc, il va être très content. Très content. Il va être très gâté. Et je pense qu'il y en a un qui... Ah oui, d'accord, ok. Mince, il s'est ouvert et cassé. Il y en a un qui est cassé. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas, Audrey. C'est trop adorable. Voilà. Sinon, j'ai continué le Amélie Antoine. Et je suis arrivée à la moitié. Il se passe des choses pas très drôles. Et ça remue des petites choses en moi. Donc, je vais en parler à Amélie. Je vais continuer. Mais je sais pourquoi. J'arrive pas à m'attacher en fait au personnage. Voilà, c'est très personnel. Mais bon, je vais en parler à l'autrice. Et puis, je pense que je le finirai demain, de toute façon, parce que je veux quand même avoir le fin mot de l'histoire. Et ensuite, je commence le Code Rose de Kate Quinn. Voilà, en lecture commune avec tout mon club de lecture, des dissidentes, et d'autres qui m'avaient demandé de lire le Code Rose. Je vais remettre un message sur Insta. Linotte. Je crois que c'est Linotte qui m'avait demandé ça. Mais je vais remettre un message sur Insta. Donc, voilà, j'étais beaucoup trop gâtée. C'est beaucoup trop mignon. Voilà. Peut-être je me fais un thé maintenant. Non, parce que je vais les manger. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bonjour, nous sommes jeudi après-midi et je viens vous parler un petit peu. Là, ça a été hyper speed aujourd'hui et hier. Et tout le début de semaine, en fait. C'est très speed. C'est le gros rush de la rentrée. Alors, je vais pas trop vous parler du Amélie Antoine parce que je l'ai refermé à peu près à 220 pages. Pour des raisons personnelles, on va dire, des sujets qui me remuent un peu trop. En restant objectif, c'est un très bon livre, bien écrit, avec des personnages bien construits.
Mais voilà, moi je ne peux pas aller plus loin, donc il sort très bientôt, je ne pourrai pas vous le chroniquer, mais en tout cas c'est du Amélie Antoine, c'est un bon livre. N'hésitez pas à aller voir les chroniques des autres qui l'auront lu jusqu'au bout. Je suis donc passée au Code Rose de Kate Quinn, et là je suis à la page 160. J'adore le style de Kate Quinn depuis le réseau Alice, hein, j'en ai lu qu'un d'elle, mais clairement je ne vais pas m'arrêter à deux. Elle a écrit aussi La Chasseresse, je crois. Et le diamant d'Odessa, d'accord. Donc le premier c'est le réseau Alice, ensuite il y a La Chasseresse, après il y a le Code Rose et le diamant d'Odessa. En sachant que le Code Rose a remporté le Grand Prix du roman historique en 2023. Je crois que c'était le roman historique Hauteville, un truc comme ça. Donc c'est un prix Hauteville, donc c'est pas non plus, je crois, que c'est pas toutes les maisons d'édition qui font des romans historiques. Ça reste cantonné à une maison d'édition, mais en tout cas voilà, c'est bon signe et clairement, c'est trop bien. C'est trop bien. On commence en 1947 avec une jeune femme qui s'appelle Osla, que l'on découvre. On découvre qu'elle est un peu jalouse du mariage princier, en fait, du mariage royal entre Elisabeth et Philippe. Et on ne comprend pas pourquoi. Voilà, parce qu'elle aurait voulu que ça soit elle, en fait. Donc on se dit, bon, ok, peut-être qu'elle a connu le prince Philippe il y a quelques années, peut-être, effectivement. Et oui, parce que... alors, je reviens dans le futur, du passé, en 47 donc, où Osla essaie de recontacter une amie, parce qu'elle a eu un message codé d'une autre amie qui, visiblement, l'a trahi ou qu'elle a trahi. Bref, il y a eu une rupture d'amitié un peu forte, un peu brusque. Et Osla donc reçoit ce message un peu codé, et les codes, c'est sa cam, parce qu'elle en a fait quelques-uns. Et donc ce message-là fait qu'elle veut appeler sa deuxième amie en disant, écoute, peut-être qu'on peut faire quelque chose, sauf que cette amie-là n'a plus du tout envie d'avoir de contact avec elle. Donc elle lui raccroche joyeusement au nez. Ok. Et là, on retourne dans le passé, avec Osla, avec Mab et avec Beth. Beth est une jeune femme qui a été élevée avec une éducation très catholique, religieuse, voilà, très puritaine et très, comment dire, sectaire, avec une mère qui me fait un peu penser à la mère de Carrie du Stephen King. Et donc on la sent un peu enfermée, tellement enfermée qu'elle est très timide, elle est un peu agoraphobe, elle aime pas le bruit, elle aime pas les gens, elle a peur de ça. Et en fait elle va faire un peu malgré elle la rencontre de deux jeunes femmes donc, qui s'appellent Osla et Mabel je crois. Parce qu'en fait ces deux jeunes femmes vont être embauchées à Bletchley Park, Bletchley on dit Bletchley Park, pour être secrétaire, mais c'est très vague, on sait pas trop, et puis il faut pas trop en parler en fait. Moins on en sait, mieux c'est. Et elles vont être engagées, et puis après elles vont savoir ce que c'est. Et bah leur boulot, ça va être de casser les codes allemands. Et aussi les codes italiens grâce à une machine. Alors on parle de Enigma, mais elle travaille pas vraiment sur Enigma, elle travaille sur une autre machine italienne, qui est un peu différente. Et donc on va leur demander de casser des codes et de résoudre un peu des énigmes, et de trouver voilà, des codes, des lettres, des choses comme ça, des messages à décrypter. Et surtout, c'est un secret d'État, il ne faut en parler à personne, sinon bah, on est tué en fait, tout simplement. Voilà, et ces deux jeunes femmes-là, à Bletchley Park, il faut bien qu'elles dorment quelque part, donc elles vont dormir chez la famille de Beth, la mère de Beth. Et puis bah, Beth est là, et elle trouve ces deux filles géniales et tellement sûres d'elle, alors qu'elle n'est rien en fait. Et sa vie va un petit peu changer à Beth aussi. Donc voilà, nos trois héroïnes dans le Code Rose, sont trois femmes complètement différentes et complètement complémentaires. Ça marche hyper bien, c'est addictif. Historiquement, il y a beaucoup de détails, mais c'est pas du tout exigeant en fait. Ça coule tout seul, c'est génial. Il y a beaucoup de personnages, j'en ai noté un certain nombre, et puis après je me suis dit, bon, c'est pas grave si je retiens pas tous les copains des scientifiques, de machin truc. On verra. On verra ce qui reste à la fin du bouquin. Mais voilà, et c'est surtout qu'avant que Osla soit embauchée à Bletchley Park, c'était la petite amie de Philippe, le prince Philippe, et du coup, bah là, vu qu'elle ne peut plus rien dire et qu'elle est coincée dans cet endroit-là, elle n'a plus vraiment de contact avec l'extérieur, à part envoyer des lettres et en recevoir. Et donc, petit à petit, elle voit son amant s'éloigner, finalement. Donc, c'est hyper prenant, c'est vachement addictif, et j'aimerais avoir plus de temps là, maintenant, pour le lire, mais je ne sais pas du tout combien de temps je vais avoir pour le lire aujourd'hui. Mais en tout cas, je passe un excellent moment, aussi bon qu'avec le réseau Alice, parce qu'on est vraiment avec un roman écrit par une femme, qui parle de femmes, où les hommes sont là, mais ils ont un certain discours, et ça fait du bien, ça fait un peu de sororité, quoi, c'est trop bien, et j'adore, donc voilà, je passe un très bon moment. Je vais le continuer là encore cette semaine de toute façon, et sûrement au début de la semaine prochaine.
Je le lis avec Christelle, empreinte de linotte, et on passe un super moment toutes les deux, parce que vraiment, c'est... Elle, c'est son premier, moi, c'est mon deuxième, et je lui conseille vraiment le réseau Alice, donc c'est vraiment dans la même lignée. Alors, c'est pas le même sujet, bien sûr, mais... Ah, on sent que c'est clairement une autrice de romans historiques hyper bien fait, quoi. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Après le succès retentissant du réseau Alice, la sortie de chaque nouveau roman de Kate Quinn crée l'événement. Évidemment, et je vais être triste quand j'aurai tout lu d'elle. Le Diamant d'Odessa, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Cécilia, tu as dû le lire il n'y a pas longtemps quand tu l'as reçu en grand format, je crois, c'était peut-être l'an dernier. Parce que celui-ci, il date de 2022. Alors 2020 pour le roman original, 2022 pour la version Hauteville, et probablement 2023, le Diamant d'Odessa, 2024, je sais pas. Donc peut-être qu'il y en aura un autre prochainement. On verra. En tout cas, excellent. Trop contente. J'ai lu que 160 pages sur 730. Hein. Voilà. Sinon, niveau réception, eh ben, je vous les montre parce que de toute façon, ça va sortir très bientôt. J'ai reçu un petit colis Nami parce que le restaurant des recettes oubliées à la carte va sortir bientôt. C'est le 3e opus de Restaurant des recettes oubliées. Et c'est un roman assez poétique, comme exactement le même format que ce que vous connaissez. Donc voilà, il y a les lecteurs ont aimé, donc nous on sait, parce que les lectrices Nami, moi je les connais. Et j'ai bien aimé. Bon, ça reste un peu toujours sur le même format, donc c'est un peu répétitif, mais ça plaît. Et je trouve la couverture trop chou. J'aime beaucoup la couverture. Je pourrais, je vais dire un truc horrible, je pourrais découper la couverture là et l'accrocher en fait. Voilà. Je ne ferai pas ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très beau, vraiment. J'aime beaucoup les couvertures Nami. Et j'ai reçu 2 poches de chez Nami, qui vont sortir bientôt aussi. Une si belle envie de vivre de Cécile Pardy et Le souffleur de nuages de Nadine Monfils. Voilà, les couvertures sont tout aussi jolies. J'ai préféré pour ma part Le souffleur de nuages. D'ailleurs, c'est écrit à la fin. Il y a mon avis. Qu'est-ce que je vous raconte? Un petit roman qui se lit comme une réflexion sur la vie, une parenthèse de douceur qui aborde des sujets essentiels. C'est drôle et bien écrit et on passe un excellent moment. Voilà, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je vous laisse aller voir les résumés et ça sort pas tout de suite. Enfin, ça sort dans quelques jours, je pense. Le 13? On est le combien? 8? 9? 9? Donc ça doit sortir probablement la semaine prochaine. Et il y en a un autre qui sort aussi bientôt. Le 13, c'est un des premiers qu'on a lu. C'est une saison à l'atelier de poterie. Voilà. Parce qu'à mon avis, s'ils le mettent là, ça veut dire que celui-là va sortir aussi bientôt. De toute façon, je l'ai vu sur Livre Addict et Babelio, tout ça. Et celui-ci, c'est parti. C'est pareil, je veux dire. Voilà, en sachant que en sachant que c'est des poches, donc ils étaient déjà sortis en grand format chez Albin Michel, je crois. Et voilà, donc c'est très chouette. Et alors, c'est marrant parce que en ouvrant le Nadine Mon Fils, je vois, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a de la poussière. Alors, je sais pas si c'est genre en lien avec le souffleur de nuages, mais je sais pas ce que j'en fais. Peut-être je le jette en fait, parce que ça me perturbe de voir ça dans un bouquin. Mais voilà, c'est bien. Voilà. Moi j'ai une petite préférence pour le souffleur de nuages, et sinon une si belle envie de vivre est autour des chevaux. Aussi. Moi ça m'a moins parlé les chevaux, mais c'était très beau. Voilà pour les réceptions Nami. J'avais reçu aussi un autre, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est une épreuve non corrigée, mais en format papier, qu'on a déjà lu en numérique et qui ne sort qu'en avril, je crois, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien d'autre dans la boîte aux lettres, mais apparemment on va avoir une box Nami. Voilà, je vous la montrerai en temps voulu, quand je la recevrai notamment. Ce week-end, je continue le code rose, mais je me suis programmé du manga ce week-end. Je n'oublie pas. Ah oui, effectivement, les nuages Nami, là. Je crois que je vais les jeter parce que ça va m'agacer. Je voulais lire du manga ce week-end. Donc, soit je continue Arte et je lis le dernier tome que j'ai dans ma palle, à savoir le tome 15. Soit je lis Lien du sang. J'ai 2 tomes. Soit je lis Les Promeneuses de l'Apocalypse. Soit je lis Remina, qui est un Junji Ito qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Qui est assez grand. Enfin, qui est en format grand format, en fait. Et en fait, le truc, c'est que je voulais le lire pendant l'heure d'éveil musical de mon fils samedi. Et on y va en bus, et en général je lis aussi dans le bus parce que mon fils joue, on discute, tout ça, mais j'ai la liseuse ou le bouquin. Mais si je lis un manga d'horreur à côté de mon fils, je pense que ça va pas le faire. Donc voilà, je vais voir si je prends Arte peut-être. Je suis pas pressée, et en sachant que je me suis programmé tout ça jusqu'à février, et j'ai emprunté donc les autres tomes de Arte, et voilà, j'attends de lire déjà tout ça, avant d'en emprunter d'autres, parce que pour l'instant niveau manga, à part le Pavillon des Hommes, là-haut, que je voudrais relire et continuer parce qu'il y a beaucoup de tomes et j'aime beaucoup ce manga et je pense que je m'y attellerai. Il y a Death Note que je veux lire aussi, mais pas tout de suite. Voilà. Sinon, niveau manga, j'ai que ça.
Et niveau BD, eh ben, j'ai le tome 2 de Il était une fois l'Amérique. Et j'ai aussi La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy, qu'une amie à moi m'a donné. Voilà. Et du coup, bah, j'ai ça à lire. Et après... Ah si, une histoire de la danse. Ah oui, mince, une histoire de la danse en bande dessinée qu'il faut que je lise parce que c'est un truc Babelio. Et que je l'ai reçu quand? Ah si, je l'ai reçu fin décembre. Toute fin décembre, donc ça va. Je l'ai reçu vers le 29 ou 30 décembre, je crois. Donc c'est nickel. Et il faut que je le chronique sur Babelio. J'ai 30 jours pour le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai probablement demain. Je conclurai ce vlog probablement samedi. Comme ça, j'aurai peut-être avancé un petit peu le code rose et peut-être lu également un manga. Peut-être reçu la box Nami que je pourrais vous dévoiler. Et voilà. On est vendredi matin et j'ai pas lu le code rose hier. Attendez. J'ai pas lu le code rose parce que j'ai pas... Enfin, j'ai lu 5 pages, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas du tout eu le temps, donc je vais essayer de l'avancer aujourd'hui, mais j'aurai pas trop le temps. Donc à voir. Par contre, j'ai fini à l'audio Le Hobbit, c'était vraiment chouette. C'est marrant de se dire que c'est du jeunesse parce que on le sent pas en fait clairement. Hein. C'était du jeunesse en 1919. Ah, j'ai pas vu tous les codes et tout. Bon bref, en 1900, je sais pas combien, 37. Mais probablement que les romans jeunesse. Alors je pense que les romans jeunesse dans les années 30 n'étaient pas très nombreux. Les romans pour enfants. Pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de choix, peut-être. Je pense à La Petite Maison dans la Prairie, je pense aux Enfants du Chemin de Fer, je pense à Anne de Green Gables, peut-être. Mais je pense que la littérature jeunesse, je me demande quand est-ce qu'elle est apparue, vraiment, qu'on a nommé ça littérature jeunesse. En fait, voilà, c'est une grosse question. Mais bref, en tout cas, c'est de la littérature jeunesse, à cette époque-là. On ne le sent pas parce que c'est quand même vachement bien écrit, c'est quand même assez complexe, il y a du vocabulaire cherché et tout ça, donc voilà, c'est complexe, mais c'est une belle aventure, et c'est marrant de voir l'anneau, en fait, dans les mains de Bilbo, ce petit anneau qui a l'air un peu insignifiant et qu'il fait disparaître quand il le met à son doigt. Quand on sait l'impact qu'il a dans le Seigneur des Anneaux, on se dit « Ah, tiens, c'est marrant », et il le trouve comme ça, par terre, il dit « Oh, un anneau, hop !» Et tu dis « Mais c'est l'anneau !» Voilà, bref, donc c'était trop bien. À l'audio, ça passe super bien. J'ai écouté aussi le Silmarillion à l'audio, parce que c'est un peu le roman source, j'ai l'impression, de beaucoup d'autres choses dans le Seigneur des Anneaux, d'après ce qu'on m'a dit sur Insta. Et j'ai aussi Beren et Lúthien et la chute de Gondolin à lire. Et c'est des petits, donc peut-être que je lirai... je vais me faire un mois fantasy, peut-être au mois d'avril ou au mois de mai, je sais pas. Mais je vais essayer vraiment de me plonger là-dedans. En tout cas, le Hobbit, c'était une très bonne introduction à cet univers-là, même si je connaissais déjà le Seigneur des Anneaux, j'avais lu le tome 1 et le tome 2, je crois. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime bien, c'était très chouette. C'était un petit peu l'aventure, quoi, voilà. Et vraiment très très chouette. Donc oui, il y a aussi comment ça s'appelle, Contes et légendes inachevés. Ah, un volume, premier âge, second âge, troisième âge, d'accord. Et le Silmarillion, voilà, il faut que je lise le Silmarillion. Enfin, que j'écoute le Silmarillion. Je ne sais pas du tout ce que ça parle, mais je pense que c'est un peu la source de l'univers de Tolkien. Voilà, Tolkien, parce qu'on dit Tolkien en anglais. Et j'ai commencé hier une nouvelle lecture audio, Précipice de Céline Dangean. J'ai écouté 70 pages, c'est nickel, ça se passe, ça se lit, ça s'écoute super bien. On sait où on est, on sait avec qui on est, c'est très clair. Dès le départ, on a un livreur de pizza qui travaille pour son père, voilà, avec son frère, ils ont 17 ans, ils livrent des pizzas le week-end pour faire un peu d'argent de poche. Et ce petit gars, Anthony, va tomber dans une maison d'une dame qui connaît déjà, qui a déjà commandé plusieurs pizzas, tout ça, qui est vachement sympa, qui la se plaint de pourboire, qui est ancienne médecin légiste, et en fait, elle va être paralysée, il la trouve paralysée dans sa baignoire, elle a été fortement agressée, elle a failli mourir en fait, donc il va appeler la police, donc il va appeler Louise Comon, on retrouve Louise, qu'on avait vu dans Châtiment, et qu'on a vu aussi dans Matrice, j'ai pas lu Matrice, mais voilà. Donc là c'est le deuxième tome, il y a Matrice en 1, Précipice en 2, Châtiment en 3, et je me demande s'il n'y a pas un tome 4 qui sort bientôt. Bref, donc voilà, et Louise va enquêter, et puis on creuse, tout doucement, donc on enquête, on va découvrir qui est cette jeune femme, c'est Valériane, je crois, elle s'appelle, c'est ça, Valériane de Queen, je crois, dit Queen, et du coup, bah voilà, on enquête, on pose des questions pour l'instant, et c'est très chouette, voilà, j'aime beaucoup, et c'est parfait. Voilà, j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres et je ne sais pas ce que c'est. Alors j'ai demandé un manga parce que je reçois le catalogue Komiku et j'ai demandé un manga et c'est peut-être ça.
Yes. Serial Killer Land. Il n'y a pas de communiqué de presse, il n'y a rien? Ok, bon. Faudrait que je regarde mes mails pour savoir quand est-ce qu'il sort. Peut-être qu'il est déjà sorti, donc c'est chez Komiku. Oui, tout à fait. Et ça nous dit « Tragédie dans un lotissement en plein jour, meurtre et blessure d'une mère et de son fils. 10 ans ont passé depuis. La tête de la mère n'a toujours pas été retrouvée. » Ambiance. So élimine, seul survivant du drame, s'efforce de faire son deuil en étudiant les tueurs en série du passé et en rédigeant des ouvrages sur le sujet pour essayer de les comprendre. Il reçoit un jour une lettre à son nom qui bouleverse son destin. Plongé dans le monde des tueurs en série, des mystères, de l'horreur, de la vengeance. J'ai trop envie, ça me tente trop. Il vient de sortir, c'est un tome 1, je ne sais pas si c'est une série terminée. Alors, ils ne disent rien du tout. Tome 2 bientôt disponible, voilà, ils disent rien, mais voilà, ça m'a l'air très sympathique. Voilà. Voilà, c'est sur l'univers des serial killers, j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup le trait, voilà, très hâte. Bah, du coup, en manga en plus, à lire dans la palle. Voilà, je vous retrouve demain, je pense. Nous sommes dimanche matin et je viens, pas du tout, nous sommes samedi matin et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu, elle n'est pas très riche en sorties, j'ai pas fait grand chose, je suis complètement en rush en fait. Donc voilà, par contre j'ai lu, j'ai avancé un petit peu le code rose, toujours aussi bien. Je suis presque à la moitié. Je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui ah oui, je prends Arte. Je prends Arte pour la musique, pour l'aller-retour, et puis après j'essaierai de continuer celui-ci. J'ai avancé un tout petit peu précipice aussi, je ne sais même pas où je l'ai avancé, je n'ai pas reporté la page, mais je crois que je suis... oui, c'est ça, j'ai fait ça. Oh bah pas grand-chose, 10 pages. Oui, j'arrive. 10 pages. Donc voilà, je continuerai demain parce que je prends la voiture. Et il faut aussi absolument que je lise ça pour Babelio. Oui, oui, j'arrive. Donc, il faut que je lise ça. Peut-être le week-end prochain. Peut-être dans la semaine, je sais pas. Ça va vite se lire, hein, clairement, même si c'est un graphique. Oui, j'arrive. Donc voilà. Et sinon, je suis allée à la médiathèque hier et j'ai récupéré... Oui, Loulou, attends. On va y arriver. Et donc, je suis allée à la médiathèque. J'ai récupéré les 3 derniers tomes de Arte, à savoir 16, 17, 18. Comme ça, je serai à jour. Et j'ai aussi pris un DVD qui s'appelle Une vie avec Anthony Hopkins. Et j'ai pris, et à la fin, il meurt, de, comment ça s'appelle, Lou Luby. Voilà, je l'avais vu passer chez Manger des tartes, je sais plus. Et donc là, c'est la sale vérité sur les contes de fées. Ça a l'air trop bien. C'est un graphique sur les contes de fées. Voilà, ça a l'air assez rigolo. Violet et orange comme ça. Quel terrible secret cachent les contes de fées? Derrière leur réputation d'histoire un peu naïve, les contes ont des racines sombres et anciennes. Aujourd'hui édulcorées, les versions originelles osaient le meilleur comme le pire. Des princes pas si charmants, réponse vendue comme une botte de persil, et Cendrillon qui décapite sa belle-mère. En décapant avec humour ces récits d'autrefois, Lou Luby pose une question d'éthique. Violence, sexisme, racisme, les contes sont-ils encore adaptés à notre époque? Ça a l'air très bien. Il y a un petit signet marron. Et voilà, c'est tout doré. Alors ça a perdu un petit peu de ses couleurs, mais la tranche est toute dorée. Et je me dis que si j'aime bien, eh ben, je me l'achèterai, en fait, finalement. Je sais pas combien il est. Et voilà. Donc, la première page, ça dit « Tiens, un livre sur les contes, je vais l'offrir à mon petit Timothée. » Oh, il donne ça à sa maman. Elle est contente, il est content. Et après, il dit « Ah !» Parce que la vérité sur les contes, bien sûr. J'avais lu, il y a quelques temps, il y a un moment maintenant, un bouquin de Julie Gredd qui s'appelait La véritable histoire des contes de fées, où en fait c'était Walt Disney qui était mort et qui donnait une conférence dans l'au-delà sur la véritable histoire des contes de fées. Voilà, et c'était super. Attends, je vais essayer de vous retrouver le bouquin. Eh bien, je pense que je l'ai prêté, et comme ça fait très longtemps, je pense que alors je ne me rappelle plus à qui je l'ai prêté, donc à mon avis, je ne le reverrai jamais. Voilà, c'est pas grave. Donc c'est La véritable histoire des contes de fées de Julie Gredd, G-R-E-D-E, et c'est trop bien, c'est génial. C'est chez Jourdain, je crois. Et c'est trop bien, donc voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc je picorerai ça, je sais pas quand. Il est vachement gros, hein, mais c'est un graphique, donc il fait 230 pages. Et il y a plein de références. Il y a plein de références
à tous les contes de fées. Cendrillon, le conte des 2 frères, la vieille écorchée, Barbe Bleue, Réponse, le petit chaperon rouge, la Belle au bois dormant, le prince enchanté, la petite sirène, etc. etc. Donc trop bien pour ces emprunts. Voilà, je vous reprends demain. Non, pas du tout. Je vais peut-être ouvrir le vlog demain, mais j'aurai pas grand chose à vous dire, juste ouvrir le vlog. Et j'essaierai de faire un vlog un peu plus complet peut-être. Là, je vois que sur Instagram, il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent, notamment Meta en fait, et Mark Zuckerberg qui a décidé de soutenir Trump et de dire oui, la liberté d'expression, oui, les fake news, oui, alors en fait, on va casser les obstacles, on va ouvrir les barrières et on ne pourra plus dénoncer les croyances de chacun fait ce qu'il veut, donc chacun fait ce qu'il veut, donc tout le monde peut publier absolument tout et n'importe quoi sur Instagram et invisibiliser les idées qu'on voudrait suivre et qui seraient sourcées, tout ça, donc on va être noyé dans la masse. Voilà, je trouve ça vachement dangereux. Déjà sur Facebook c'est compliqué, Twitter anciennement on n'en parle même pas. Donc tout ce qui va être maintenant régi par les grands Manitou, donc Elon Musk, des internets, ça risque d'être un peu compliqué. Donc si Zuckerberg s'y met aussi, ça veut dire que tout Meta s'y met. Donc Instagram, WhatsApp aussi, je crois. Facebook, tout ça. Voilà, donc je me pose la question d'Instagram, de la suite. Et je vais rapatrier toutes mes chroniques sur WordPress, sur mon blog. Donc si vous ne me suivez pas sur WordPress, n'hésitez pas à le faire. Vous allez retrouver toutes mes chroniques Instagram depuis le début. Parce qu'au début, je publiais surtout sous forme de chronique blog en fait. Et mon blog, c'est flowandbooks.wordpress.com. Vous tapez flowandbooks, vous allez tomber sur le blog. Et je vais essayer d'être bien à jour sur le blog et je mettrai mes chroniques au fur et à mesure et sur Insta et sur le blog. Comme ça, si un jour je décide de partir d'Instagram, parce que peut-être que ça peut arriver, et ben au moins on pourra se suivre sur le blog. Et il y aura toujours YouTube, parce que YouTube appartient à Google. Mais à qui appartient Google? C'est les GAFAM, c'est ça, hein. Ça pue un peu aussi les GAFAM, non? C'est mal barré. C'est très mal barré si on veut garder sa liberté d'expression. Et si on veut garder de la visibilité, c'est compliqué. Et j'avais même pensé à faire en fait une communauté via WhatsApp, en me disant, voilà, bon, via un numéro de téléphone, bon, bah, via une messagerie instantanée finalement, on peut être tout un groupe, toute une communauté, parce que moi je suis une communauté, on était 400 je crois dans le groupe, et on peut discuter tout ça. Et en même temps, c'est WhatsApp. Sinon il y a Discord. Moi j'ai un Discord que j'avais ouvert pour Mars au féminin, que je peux reprendre si vraiment Instagram part en vrille. Je peux être sur Discord et décider que bah voilà, maintenant on ne fait plus que du Discord, mais ça veut dire plus de chroniques sur Instagram et en même temps les chroniques seraient sur le blog. Donc voilà, vraiment ça m'embêterait parce que ça va faire 9 ans que je suis sur Instagram, que c'était cool, qu'on a toute une communauté, que y a je dirais 90% des gens qui me suivent ici viennent d'Instagram. Je sais qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube. Je reste sur YouTube, mais si Instagram doit sauter, bah, et bah j'irai ailleurs, c'est comme ça. Mais je veux garder une trace de mes chroniques, donc c'est pour ça que je veux tout rapatrier sur WordPress. Voilà, je trouve que la sphère des réseaux sociaux va pas très bien pour ceux qui veulent protéger leurs idées, pour ceux qui veulent pas se laisser influencer par des idées de merde, et par de la fake news, par de l'extrême, par tout ça en fait. Parce qu'on est vraiment dans un monde un peu pourri en ce moment, donc c'est compliqué d'en sortir la tête de l'eau et de garder ses idées et d'être droit dans ses bottes. Et voilà, je vais vraiment rester droit dans mes bottes et faire toujours ce que je fais, mais si je dois le faire sur une autre plateforme, et ben je le ferai. Voilà, c'est pas très grave, j'espère juste que les gens suivront. Si ça ne suit pas, et ben c'est pas grave. J'ai 12 000 personnes qui me suivent sur Instagram, j'imagine bien que les 12 000 ne voient pas mes posts, parce qu'il y a peut-être des comptes fantômes. À l'époque, il y avait plein de comptes fantômes qui suivaient tout le monde. Des abonnés, j'ai jamais acheté aucun abonné, parce que ça ne sert à rien, c'est pas du tout mon optique. Il y en a qui le font, si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Mais je veux vraiment garder cette communauté, ce noyau de communauté fort. Sur YouTube, vous êtes 3000, je pense que les 3000 se sont abonnés consciemment à ma chaîne. Peut-être les 3000 ne regardent pas mes vidéos et c'est pas grave, mais voilà, vous êtes là. Et du coup, j'ai envie de garder cette communauté-là, ce noyau de partageurs, de lecture, comme je suis, moi. Et je veux continuer ça. Donc voilà, c'est pas immédiat, mais je réfléchis. Première étape, je vais mettre toutes mes chroniques sur WordPress déjà. Et puis pour la suite, on verra. Mais en tout cas, je reste là, ne vous inquiétez pas, je continue les vlogs de toute façon. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.